La prison se dressait à la périphérie de Damas, à moitié engloutie par des décennies de tempêtes de sable et de négligence. C'était un endroit brutal, une bête de béton construite pour dévorer les hommes. Ses des murs imposants et ses portes en fer rouillé semblaient s'enfoncer dans la terre craquelée, comme si le sol même rejetait son existence. Pour les étrangers, il s'agissait simplement d'une ruine oubliée, d'une relique inexprimée du passé. Mais ceux qui travaillaient à l'intérieur, gardes, administrateurs, soldats, savaient mieux que cela. Ils l'appelaient l'abîme. Je m'appelle Khaled. Je travaillais comme garde de bas niveau, affecté aux patrouilles de routine et au transport des prisonniers. Rien de prestigieux, juste de quoi garder la tête basse et quelques beaux billets en poche. Mais tout a changé le jour où ils ont rouvert le bloc C. Le bloc avait été mis sous scellé pendant des années, fermé sans explication. Même ceux d'entre nous qui étaient à la prison depuis le plus longtemps évitaient l'envie d'en parler, comme si le souvenir seul pouvait convoquer quelque chose d'indésirable. Des rumeurs disaient qu'il avait été fermé après une évasion massive, d'autres qu'un incendie avait consumé les détenus et laissé les murs brûlés en noir. Certains chuchotaient que personne ne s'était échappé, que les prisonniers avaient simplement disparu, engloutis par les ténèbres qui régnaient à l'intérieur. Personne ne connaissait la vérité, ou s'il la connaissait, il la gardait enfouie. Je me souviens de la première fois que l'on m'a ordonné de me rendre au bloc C. Le nouveau directeur, le colonel Idriss, était arrivé quelques semaines auparavant. C'était un homme aux carreaux très acérés, semblable à ceux d'un faucon, et à la présence froide et calculatrice. Il parlait rarement, et lorsqu'il le faisait, c'était pour donner un ordre abrupt. Il était accompagné d'hommes, des hommes en costume ordinaire au regard vide, qui parcouraient les lieux et chuchotaient du désordre dans des talkies-walkies. Idriss a prétendu qu'il s'agissait d'ingénieurs de l'État, chargés de superviser les restaurations. Aucun d'entre nous n'a osé poser plus de questions. Lorsque j'ai pénétré dans le bloc pour la première fois, j'ai immédiatement ressenti le changement. L'air était plus froid, si froid que je pouvais voir ma respiration, bien que nous soyons en plein été. Le couloir était étroit et bordé de rangées de lourdes portes en fer, toutes fermées à clé et verrouillées. La poussière tourbillonnait sous mes bottes, dérangée pour la première fois depuis des années, et une légère odeur d'humidité et de pourriture persistait comme un arrière-goût. Les gardiens chuchotent entre eux à propos de la cellule 4. « Ce n'est pas naturel », a marmonné l'un d'eux alors que nous avancions dans le couloir. Il était plus âgé, râblé, et avait le regard creux d'un homme qui en a trop vu. « Il y a quelque chose là-dedans, Khaled. Ne les laisse pas t'envoyer à l'intérieur. » Je n'ai pas répondu. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une conversation nerveuse, des hommes essayant de donner un sens à des ordres qui n'en avaient pas. Mais lorsque nous avons atteint la cellule 4, ma bravade a vacillé. La porte n'était pas comme les autres. Alors que les autres beautés qu'on a rouillées et écaillées, celle-ci semblait presque neuve, du fer poli boulonné avec d'étranges symboles gravés profondément dans le métal. Mon regard fut attiré par les gribouillis sur les murs environnants. Des noms, des centaines de noms gravés dans la pierre, certains en arabe, d'autres dans des langues que je ne reconnaissais pas. Les écritures se chevauchaient, entrées et frénétiques, comme des griffes, comme si des dizaines de mains s'étaient battues pour se faire entendre. Le colonel se tenait près de la porte, les mains jointes dans le dos, nous observant de ses yeux de faucon. « Emmenez-le à l'intérieur », dit-il en faisant un signe de tête vers le prisonnier que nous avions amené avec nous. L'homme était maigre et en haillons, le visage caché par un capuchon en toile de sac. Il ne s'est pas débattu lorsque nous l'avons traîné vers l'avant, mais il tremblait violemment. Ses gémissements résonnaient sur les murs, se mêlant à un son grave, si faible que je ne l'ai presque pas entendu.
provenant de l'intérieur de la cellule. Un gémissement. Ce n'était pas le gémissement d'un homme. C'était plus profond, plus humide, comme le son de quelque chose qui s'agite loin sous la terre. Mais les mains tremblaient, tandis que je saisissais le bras du prisonnier, mon esprit me criant de lâcher prise, de laisser l'homme et de m'enfuir. Mais Idriss veillait, et sa présence était comme un étau autour de ma gorge. La porte a gémi en s'ouvrant, ne révélant que l'obscurité. Le prisonnier a poussé un cri étouffé, son corps se convulsant lorsque nous l'avons poussé à l'intérieur. Je jure que lorsque la porte s'était refermée, j'ai vu quelque chose bouger dans l'obscurité. Juste un instant. Un déplacement d'ombre. Un reflet de quelque chose de pâle et d'humide. La porte s'est refermée. Les symboles sur le fer ont semblé bourdonner, vibrer sous une pression invisible, et pendant un bref instant, les gémissements ont cessé. Puis, il reprit, plus fort. Nous sommes restés là en silence, écoutant le son s'élever jusqu'à un gargouillis écœurant qui m'a retourné l'estomac. Les cris du prisonnier s'y sont ajoutés, crus et désespérés, mais ils n'ont pas duré longtemps. Ils s'arrêtèrent brusquement, comme une bougie qui s'éteint, et il n'y eut plus que le gémissement, bas et régulier, comme si ce qui vivait à l'intérieur s'alimentait. Le colonel Idriss s'est tourné vers nous, l'air impassible. « Retournez à vos postes », a-t-il dit. Personne n'a protesté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les bruits de la cellule résonnaient dans ma tête, se transformant en rêves enfiévrés d'obscurité et de voix gémissantes. Je me suis réveillé trempé de sueur, le faible bourdonnement de quelque chose vibrant dans mon crâne. Il m'a fallu des heures pour me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais ce n'était pas le cas. Dans les jours qui ont suivi, d'autres prisonniers ont été amenés dans la cellule 4. À chaque fois, j'entendais leurs cris, brefs et aigus, coupés par cette même plainte grave qui semblait se répercuter dans tout le bloc. Les des gardiens ne se parlaient plus, leurs visages étaient d'opale et décharnés. Certains d'entre eux commencèrent à quitter leur poste plus tôt, prétextant la maladie ou la fatigue. D'autres disparurent complètement, leur couchette étant vide le matin sans explication. Les prisonniers sortis de la cellule, 4, ceux qui ont survécu, étaient encore pires. Leurs visages étaient déformés, leur peau pâle et tendue, comme si la vie avait été aspirée hors d'eux. Leurs yeux, leurs yeux, étaient les pires de tous. Ils étaient l'œil large, ne clignaient pas des yeux et étaient gamement couverts d'un vide qui semblait avaler la lumière. Ils ne parlaient pas, ne réagissaient pas. Ils regardaient, simplement, la bouche ouverte, comme s'ils écoutaient encore quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. J'ai su alors que la cellule n'était pas vide. Quelque chose vivait à l'intérieur, quelque chose qui attendait. Les jours se sont mélangés dans un brouillard de peur et de silence. Je gardais la tête baissée, je suivais les ordres et j'évitais le bloc C chaque fois que je le pouvais. Les gémissements n'ont jamais cessé. Même lorsque j'étais loin de la cellule 4, je pouvais l'entendre dans mon esprit, une vibration basse résonnant dans les espaces creux de mon crâne. C'était comme si le son s'était enraciné en moi, se faufilant dans mes os comme une maladie. La situation des autres gardes s'aggravait de jour en jour. Les hommes que je connaissais depuis des années commencèrent à changer. D'abord silencieux, évitant le contact visuel, parlant à voix basse, comme s'ils avaient l'un des peurs d'être entendus. Puis, leurs visages se sont tirés, leur peau était devenue cendreuse, leurs yeux sombres et enfoncés comme des bleus. Certains marmonnaient dans leur sommeil, d'autres erraient sans but la nuit, se murmurant à eux-mêmes des mots que je ne comprenais pas. Le pire était Hamid, mon ami le plus proche parmi les gardes. Il était avec moi depuis que j'avais commencé à travailler à la prison, toujours en train de faire des blagues et de fumer des cigarettes en cachette du directeur. Mais après sa deuxième garde près de la cellule 4, il a complètement cessé de parler. Un soir,
Je l'ai trouvé assis à l'extérieur du bloc C, le dos contre le mur, le regard dans le vide. Lorsque je l'ai appelé par son nom, il s'est tourné vers moi, sa bouche a esquissé un semblant de sourire, mais ses yeux étaient vides, sans vie. « Il me parle », a-t-il dit. Sa voix était rauque, à peine un murmure. Il connaît mon nom. Je me suis figé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai demandé, même si je ne voulais pas connaître la réponse. Hamid a levé une main tremblante et a pointé la cellule 4. « Il a faim, Khaled. Et il t'attend. » Je ne lui ai plus adressé la parole après cela. 2 nuits plus tard, Hamid n'était plus là. Sa couchette était vide, son uniforme soigneusement plié sur son lit. Ils ont dit qu'il avait déserté, mais je le savais mieux que lui. Personne ne quittait l'abîme de son plein gré. La peur s'est répandue comme une épidémie. D'autres gardes disparurent, sans explication. Les prisonniers des autres blocs s'agitèrent, chuchotant entre eux dans des langues que je ne reconnaissais pas. Le nouveau directeur et ses hommes, les ingénieurs, au visage impassible, semblaient comme s'épanouir dans le chaos. Ils se déplaçaient dans les couloirs comme des ombres, chuchotant des ordres et inspectant les murs du bloc C comme s'ils cherchaient peut-être quelque chose. Et les sacrifices se poursuivent. Un après-midi, j'ai été convoqué dans le bureau du directeur. Le colonel Idriss était assis derrière son bureau, des papiers éparpillés devant lui. L'air de la pièce était lourd, suffocant, comme si les murs eux-mêmes se refermaient pas. « Vous avez évité le bloc C », dit Idriss d'une voix calme mais froide. « Pourquoi ?» Je déglutis difficilement. « Monsieur, je ne me sens pas bien, je n'ai pas dormi. » Il m'a fixé pendant un long moment, ses yeux aiguisés coupant mes excuses comme un scalpel. Puis, il a souri, un sourire mince et sans humour qui m'a donné la chair de poule. « Tu es plus fort que les autres, Khaled. Tu assisteras au prochain transfert. » Mon cœur s'est effondré. « Monsieur, s'il vous plaît. » Il se leva brusquement, le bruit de sa chaise raclant le sol me fit tressaillir. « C'est un ordre. » Je savais qu'il était inutile de discuter. J'ai acquiescé et j'ai quitté le bureau, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à ouvrir la porte. Cette nuit-là, je me trouvais à nouveau devant la cellule 4, tenant le bras d'un autre prisonnier. C'était un homme mince, plus jeune que les autres, avec de grands yeux terrifiés, qui parcouraient frénétiquement le couloir. Il marmonnait sous sa respiration, répétant sans cesse la même phrase en arabe. Il me voit, il me voit. Je ne voulais pas entrer. Tous les instincts de mon corps me criaient de courir, d'abandonner cet endroit et de ne jamais regarder en arrière. Mais je ne pouvais pas. Les hommes du directeur se tenaient derrière moi, leurs visages vides, observant comme des vautours. La porte s'est ouverte en gémissant et les gémissements se sont déversés comme une vague de pourriture. Il était plus fort cette fois, plus insistant, comme s'il savait que nous arrivions. Je poussais le prisonnier vers l'avant, mes propres jambes tremblant, tandis que je le suivais à l'intérieur. La cellule était sombre, l'air épais et suffocant. Les murs étaient couverts d'égratignures, de profondes rainures qui formaient d'étranges motifs enchevêtrés. Dans la faible lumière du couloir, je pouvais voir que le sol était mouillé, taché de quelque chose de sombre qui scintillait dans la pénombre. Le prisonnier s'est agenouillé en sanglotant. Je me suis retourné pour partir, mais la porte s'était refermée derrière moi, le fer se verrouillant avec une finalité qui a fait s'arrêter mon cœur. J'étais pris au piège. Les gémissements s'amplifiaient, vibrant à travers les murs et le sol, comme si la pièce entière était vivante. J'ai plaqué mes mains sur mes oreilles, mais cela n'a servi à rien. Le son était en moi maintenant, rampant dans mon esprit comme des vers. Le prisonnier a crié, un son brut et animal qui a été interrompu brusquement. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu, le corps figé, la bouche ouverte dans un gémissement silencieux, les yeux enfoncés dans le crâne. Et puis, je l'ai vu.
quelque chose bougeait dans l'obscurité, se déplaçant avec un bruit de glissement écœurant. Des membres pâles sont apparus en premier, trop longs, trop minces, leurs articulations se pliant d'une manière qui n'aurait pas dû être possible. Son corps suivit, une masse boursouflée et informe qui pulsait comme si elle respirait. Son visage, si on peut l'appeler ainsi, était un vide creux, dont la surface était couverte de vrilles ondulantes, semblables à des doigts. Elle avançait vers moi, ses membres raclant la pierre, laissant une traînée de bave sombre dans son sillage. Je ne pouvais pas bouger, mes jambes refusaient de m'obéir. Mon corps se figeait comme si la créature était entrée en moi et avait saisi mon âme. Les gémissements emplissaient la pièce, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je n'entende plus que cela. Ma vision se brouillait, mes pensées s'effilochaient, tandis que la créature me dominait. Puis elle parla. La voix n'était pas un son, c'était un sentiment, une vibration qui résonnait au plus profond de moi, comme le gémissement d'un monde mourant. Tu as été choisi. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me suis réveillé sur le sol de pierre froide, le corps trempé de sueur et l'air si lourd que j'avais l'impression qu'il m'enfonçait dans le sol. Ma tête me lançait et ma vision se brouillait entre la réalité et le cauchemar. Je ne me souviens pas d'avoir perdu connaissance, mais le silence me dit que je suis seul. Le prisonnier avait disparu, ou ce qui restait de lui avait été traîné dans les coins sombres de la cellule, là où je n'osais pas regarder. Lorsque j'ai essayé de me lever, la douleur m'a traversé les jambes. Les murs étaient encore gravés de ces profondes entailles, de symboles qui se tordaient et dansaient comme s'ils étaient vivants. Je ne pouvais pas les comprendre, mais quelque chose dans mes petites tripes me disait qu'il n'était pas humain. Des lignes courbes comme des serpents, des spirales qui se refermaient sur elles qu'eux-mêmes, des marques qui ressemblaient à des yeux, des dizaines, des centaines d'yeux, fixés sur chaque surface. Elles en palpitaient de quelque chose d'anormal, comme si la pierre elle-même avait un battement de cœur. J'ai titubé vers la porte, frappant mes poings contre elle. Mais les cris étaient rauques, désespérés. Personne ne vint. Je savais qu'ils étaient là. Les gardes, les ingénieurs, le directeur. Ils écoutaient, ils attendaient. Je les sentais, comme si leur présence était une couche supplémentaire de cette prison, m'emprisonnant avec des chaînes invisibles. Lorsque la porte s'est enfin ouverte en grinçant, la lumière du couloir m'a brûlé les yeux. Je trébuchais et tombais à genoux devant deux gardes. Ils me regardèrent en silence, l'expression dénuée de sympathie ou d'inquiétude. L'un d'entre eux me saisit par le bras et me tira sur mes pieds. Mes jambes refusèrent de coopérer, traînant comme un poids mort sur le sol en pierre, alors qu'ils me ramenaient dans le bloc principal de la prison. Le silence de la cellule fut remplacé par un nouveau son, des chuchotements. Les autres prisonniers m'avaient vu. Des visages pressés contre les barreaux, rouillés, des yeux creux qui me regardaient en me passer. Ils murmuraient des mots que je ne pouvais pas comprendre, des voix étouffées mais frénétiques. Certains pleuraient, d'autres regardaient simplement, leur visage figé par quelque chose que je ne pouvais décrire que comme de la pitié. Dans les jours ou les heures, je ne saurais le dire, qui ont suivi mon séjour dans la cellule 4, j'ai remarqué les changements. Mes mains tremblaient de façon incontrôlée et les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Au début, j'ai pensé qu'ils venaient des autres prisonniers, mais lorsque je me suis assis seul dans le quartier des gardes, les voix ont persisté. D'abord silencieuses, comme de faibles murmures derrière un mur, puis plus fortes, suffisamment claires pour que je les comprenne. J'ai arrêté de manger. La nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche, comme si la maladie qui m'habitait avait déjà commencé à me consumer de l'intérieur. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'étais de retour dans la cellule 4, les membres pâles de la créature
se faufilant dans l'obscurité jusqu'à moi. Je me réveillais en hurlant, ma voix se joignant au cœur des gémissements qui semblaient se répercuter à travers les murs de la prison jour et nuit. Un matin, j'ai été convoqué aux niveaux inférieurs, la partie de la prison dont personne ne parlait. Peu de gardiens y avaient été envoyés, et ceux qui en étaient revenus refusaient de parler de ce qu'ils avaient vu. Je savais alors que ce que j'avais enduré dans la cellule 4 n'était qu'un début. Les hommes du directeur me conduisirent dans d'étroits couloirs de pierre, l'air devenant plus froid à chaque pas. Les murs étaient différents, humides et couverts d'étranges moisissures noires qui semblaient pulser à notre passage. Les murmures étaient des plus forts, ici. Ils ne se cachaient plus dans les recoins de mon esprit. Ils provenaient des murs eux-mêmes, comme si la prison était vivante et que les voix y étaient piégées depuis des siècles. Nous nous sommes arrêtés devant une grande porte en fer. Elle était ancienne, rouillée et couverte des mêmes marques que celles que j'avais vues dans la cellule 4. Les gardes n'ont pas parlé. Ils ont simplement ouvert la porte et m'ont poussé à l'intérieur. La pièce était immense, le plafond disparaissant dans l'obscurité au-dessus de moi. Au centre de la chambre se trouvait une fosse profonde et large, dont les parois étaient dégravées de spirales et de symboles qui se tordaient comme des veines dans la pierre. L'air était empesté par la puanteur de la décomposition, et en m'approchant du bord, j'ai vu ce qui le remplissait. Des tas de cadavres, à moitié enterrés dans la boue noire qui recouvrait le fond de la fosse. Des prisonniers, des gardes, des hommes et des femmes, certains récents, d'autres à peine plus squelettiques. Leurs visages étaient figés par l'agonie, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux. La boue se déplaçait, bouillonnait comme si elle était vivante, entraînant les corps plus profondément dans ses profondeurs. Une faible vibration vrombissait dans l'air, résonnant dans ma poitrine comme le grognement d'une bête massive. Les ingénieurs étaient déjà là, debout en cercle autour de la fosse. Ils portaient de longs manteaux noirs et leurs visages étaient cachés par des masques qui ressemblaient à du métal vide et sans traits. Ils tenaient dans leurs mains des outils, scalpels, seringues et autres objets que je n'ai pas reconnus. Des machines étaient alignées le long des murs, ronronnant et cliquetant à un rythme peu naturel, reliés à des tuyaux qui descendaient dans la fosse. Du sang s'écoulait des tuyaux, se mélangeant à la boue en contrebas. Je me suis retourné pour courir, mais 2 gardes m'ont attrapé, me forçant à m'agenouiller au bord de la fosse. J'ai crié, les suppliant de me laisser partir, mais la voix du gardien a résonné dans la chambre. « Regarde !» Je n'avais pas le choix. La boue a bougé. Une ondulation s'est propagée à sa surface et quelque chose a commencé à s'élever. Au début, cela ressemblait à un homme, grand et décharné, les membres trop longs, la peau pâle et étirée sur les os. Mais au fur et à mesure qu'il s'élevait de la fosse, j'ai vu la vérité. Son corps était un patchwork de chair, des bras et des jambes cousus ensemble à partir de dizaines de personnes. Son torse criblé de visages qui bougeaient et tressaillaient comme s'ils étaient des vivants. Les yeux clignotaient sur la peau, les bouches s'ouvraient et se fermaient en murmurant des prières et des cris dans des langues que je ne comprenais pas. Il se tenait au bord de la fosse, me dominant, ses nombreux yeux fixés sur les miens. Un son s'échappa de sa bouche, un gémissement profond et guttural qui fit trembler les murs de la chambre. Le gardien s'est avancé, tenant quelque chose dans ses mains. Un cœur, frais et battant encore. Sans un mot, il le jeta dans la fosse et la créature émit un son qui me glaça le sang. Elle était contente. Les chuchotements se firent plus forts, plus assourdissants. Je les ai sentis s'emparer de mon esprit, me tirer vers le bord de la fosse. Je ne pouvais pas lutter. Mon corps se déplaçait de lui-même, se rapprochant de plus en plus de l'abîme. Rejoins-nous. Nourrissez-le. Devenez un.
Je ne me souviens pas comment je me suis échappé de cette chambre. Je me souviens ensuite avoir trébuché dans les couloirs sombres de la prison, les mains et les vêtements tachés d'un sang qui n'était pas le mien. Les chuchotements me suivaient, devenant plus forts et plus frénétiques liarci chaque pas. Je pouvais entendre les gémissements de la créature résonner à travers les murs, sentir son regard sur moi, même lorsque j'étais seul. La prison n'était plus un simple lieu, elle était vivante, et l'ancien visiteur en était le cœur battant. Chaque cellule, chaque pierre, chaque ombre en faisait partie, et j'ai su à ce moment-là que personne qui y entrait n'en sortirait jamais vraiment. Lorsque j'ai atteint le niveau principal, les autres gardes étaient portés partis. La prison était silencieuse, mais elle n'était pas vide. Je pouvais sentir la présence de quelque chose qui m'observait, tapi juste au-delà des limites de ma vision. Je n'ai pas cessé de courir jusqu'à ce que j'atteigne les portes, me jetant dans l'air froid de la nuit. Je ne sais pas combien de temps j'ai erré dans le désert avant d'être retrouvé. Des 6 jours, peut-être des semaines. Mon corps était faible, mon esprit brisé, et lorsqu'ils m'ont ramené à la ville, j'étais à peine vivant. J'ai essayé de leur raconter ce que j'avais vu, ce qui s'était passé dans la cellule 4 et sous la prison, mais personne ne m'a cru. Ils ont dit que la prison était abandonnée, qu'elle avait été scellée il y a des années, mais je connais la vérité. Le ancien visiteur attend toujours dans l'obscurité, chuchotant à quiconque ose l'écouter. Et parfois, quand je ferme les yeux, je l'entends encore m'appeler par mon nom. Je pensais que m'échapper de la prison signifiait que j'avais gagné, mais survivre n'est pas une victoire lorsque les horreurs refusent de vous quitter. Ils m'ont trouvé délirant dans le désert, la chaleur brûlant ma peau et le vent raclant mes vêtements en lambeaux. À l'hôpital, on m'a donné de l'eau, de la nourriture et un lit, mais rien ne pouvait calmer mes tremblements. Même là, dans une chambre propre et bien éclairée, je pouvais sentir ses yeux qui m'observaient. Ses murmures griffaient encore mon esprit, s'insinuant sous mon crâne, d'abord doux comme le bruissement des feuilles mortes, puis plus fort, étouffant les battements de mon cœur. Les médecins ont cru que j'avais souffert d'une dépression mentale. Ils disaient que la déshydratation et le traumatisme avaient m'en provoqué des hallucinations, que mon esprit avait créé des monstres pour survivre aux horreurs de la prison. Je voulais les croire, mais la nuit, lorsque les infirmières sont parties et que les lumières se sont éteintes, j'ai compris. Les ombres dans les coins de la pièce se déplaçaient avec une lenteur maladive, et je pouvais l'entendre, le bourdonnement bas de sa voix, vibrant au plus profond de mes os. Je suis sorti de l'hôpital des semaines plus tard, mais je n'étais pas guéri. Mon corps était peut-être devenu plus fort, mais mon esprit était une toute autre affaire. J'évitais les miroirs parce que je pouvais les voir, ces nombreux yeux qui me fixaient dans mon propre reflet. J'évitais l'obscurité parce qu'elle me chuchotait, m'appelant à revenir. Il voulait que je revienne. « Tu t'es échappé, mais tu es toujours à nous », disaient les chouesseux, les chuchotements. C'est alors que les disparitions ont commencé. Je vivais dans une petite ville sans nom, loin de la prison, essayant de me construire une nouvelle vie parmi des étrangers qui ne connaissaient rien de mon passé. Mais les rumeurs sont arrivées jusqu'à moi. Les gens se volatilisaient. L'un après l'autre, des hommes et des femmes disparaissaient sans laisser de traces, la dernière fois qu'ils avaient été vus marchant seuls dans la nature. Certains voisins affirmaient entendre des voix dans le vent. D'autres juraient avoir vu des silhouettes obscures les observer la nuit depuis la lisière du désert, grandes et décharnées, aux membres anormalement longs. Les chuchotements se sont amplifiés au fil des jours et j'ai compris la vérité. Il m'avait suivi. J'avais été son vaisseau, son échappatoire. En survivant, je l'avais amené avec moi. Il se répandait maintenant, s'insinuant dans l'esprit des autres comme une maladie.
Je pouvais en voir les signes dans leurs yeux, injectés de sang et creux, comme si quelque chose à l'intérieur d'eux était lentement rongé. Les ombres dans les rues devenaient de plus sombres et plus longues, même sous le soleil de midi. C'était comme si l'air s'était épaissi, devenant lourd de sa présence. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais pas lui échapper. Je devais revenir. Il faisait nuit lorsque j'ai préparé un petit sac et que j'ai marché seul dans le désert. Le vent hurlait autour de moi, emportant avec lui les faibles sons des cris lointains et désincarnés qui résonnaient à travers les dunes. Mais des jambes de Missy se déplaçaient d'elles-mêmes, poussées par quelque chose qui échappait à mon contrôle. La prison me rappelait, et au fond de moi, je savais que c'était là que je devais être. La structure se profilait à l'horizon comme une cicatrice sur la terre, ses murs de pierre noire et sans vie sous la lumière pâle de la lune. Les portes étaient guère déjà ouvertes, bâillant comme la gueule d'une grande bête. Je suis entré. Le silence était suffocant, l'air épais avec l'odeur de la décomposition. Les murs semblaient drona battre au rythme d'une pulsation maladive. Et plus je m'enfonçais dans la prison, plus les chuchotements s'intensifiaient. Ils venaient de toutes les directions, se chevauchaient et étaient chaotiques. J'atteignis la cellule 4 et la porte était ouverte, comme je l'avais laissée. Les inscriptions sur les murs brillaient faiblement, comme si elles étaient vivantes, leurs symboles se tordant comme des vers sous mon regard. La fosse des niveaux inférieurs m'appelait maintenant, sa puanteur emplissant mes poumons, ses vibrations faisant trembler le sol sous mes pieds. Je la sentais là, en attente. La créature se redressa, son corps n'étant plus qu'un grotesque patchwork de chair et d'os, ses nombreux yeux fixés sur moi. Elle ne parlait pas, mais j'entendais sa voix dans ma tête. Ce n'était pas seulement de la faim, c'était de la satisfaction, du triomphe. Je lui avais apporté la dernière offrande, moi-même. J'ai fait un pas vers le bord de la fosse, mon corps bougeant comme s'il était en transe. Mon esprit me criait d'arrêter, de me retourner et de courir, mais mes jambes me trahissaient. Les chuchotements ne formaient plus qu'une seule voix, profonde et puissante, qui ébranlait les fondations même de la prison. « Tu es à moi !» La créature étendit ses bras, ses membres se tordant de façon anormale pour m'atteindre. Je tombais en avant dans les ténèbres de la fosse, mes cris étant engloutis par le vide. La dernière chose que j'ai vue, c'est son visage, non plus un amas de chair, mais mon propre reflet qui me fixait, déformé en un sourire grotesque. Et puis, il y a eu le silence. Des années plus tard, on a retrouvé la prison, dont les murs s'effondraient et étaient en vide. Pas de garde, pas de prisonniers, seulement le son de faibles chuchotements portés par le vent. La cellule 4 restait scellée, sa porte couverte de rouille et de symboles étranges que personne ne pouvait déchiffrer. Ceux qui pénétraient dans les niveaux inférieurs n'en revenaient jamais, et ceux qui s'aventuraient trop près prétendaient entendre des voix dans l'obscurité, appelant depuis les profondeurs de la terre. La prison fut abandonnée une fois de plus, laissée à l'abandon dans le désert. Mais les chuchotements n'ont jamais cessé. Certains affirment que la nuit, si vous vous tenez aux portes de la prison, vous pouvez encore les entendre vous appeler à entrer.